Bonjour à tous et bienvenue chez Ophi Invest Asset Management. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions de nos clients autour de la thématique du Japon et notamment celle de savoir s'il reste opportun d'investir sur cette classe d'actifs en 2024. À mes côtés, deux experts, Julien Roland et Jean-François Chambon, gérant Actions japonaises dont la classe d'actifs représente 850 millions d'euros environ. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors première question, on parle d'inflation partout dans le monde aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important au Japon ? Alors après l'éclatement de la bulle au début des années 90, le Japon est entré dans une période avec une inflation autour, voire très souvent sous les zéros, donc une inflation négative. C'est une situation terrible pour la consommation domestique et donc pour la croissance économique du pays. Côté consommateur, cette période d'inflation négative a conduit à créer des comportements maintenant très ancrés dans les habitudes. Par exemple, pourquoi acheter si l'inflation est négative aujourd'hui alors que demain ce sera moins cher ? La tendance à ajuster les comportements sont profonds. Un produit qui voit son prix augmenter sera délaissé, soit pour prendre un produit moins cher, ou alors un produit qui n'a pas monté son prix. Côté entreprise, passer une hausse de prix équivaut du coup à perdre des parts de marché. Donc à quoi bon innover ? Un produit innovant ne pourra pas être facturé à son juste prix, au plus haut, au même prix que l'ancien. Le seul bon côté pour l'entreprise, c'est la maîtrise des coûts qui est particulièrement efficace et qui reste encore aujourd'hui sur toutes les grandes entreprises japonaises. Côté économique, c'est une situation des plus terribles parce que la consommation reste atone. Or, la part de la consommation dans le PIB est plus de 50%, d'où une croissance économique très faible pour toute cette période. Est-ce que pour vous, la situation est différente aujourd'hui ? Aujourd'hui, la situation a totalement changé. En fait, c'est la période coronavirus qui a provoqué ça. Tout d'abord, on a vu les prix de l'énergie monter, puis les prix des matières premières. On a connu des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Tout a contribué à une situation intenable pour la ligne des coûts des entreprises. Tout secteur confondu. Et c'est ça le grand changement. C'est que toutes les compagnies sont amenées à monter les prix sans crainte de perte de part de marché. Les tout derniers chiffres de l'inflation qu'on a eus sont ceux de Tokyo et ça reste autour de 2%, qui est le chiffre clé, le chiffre magique donné par la Banque centrale japonaise. Alors j'entends, la situation est bien plus favorable pour les entreprises, mais qu'en est-il côté consommateur ? Alors c'est la question. Parce qu'on dit que l'inflation c'est bien pour les entreprises, mais en revanche, les consommateurs de leur côté ont connu près de 2 ans de salaire réel négatif. Alors l'inflation c'est important, mais pour que la consommation se reprenne, il faut qu'on recrée cette boucle vertueuse inflation-salaire. La bonne nouvelle, c'est que les négociations Shunto salariales pour 2024 ont donné leurs chiffres, c'est plus 5,3%. Un niveau qui n'avait pas été vu depuis les années 91. Depuis l'année 91. On a même eu Nippon Steel qui a monté les salaires de 14%. On se croirait presque revenu dans la période année 1950-1970, où le Japon était en forte croissance, et où il montait ses salaires d'entre 5 et 10%. La Banque du Japon a annoncé récemment un changement de sa politique monétaire. Est-ce un changement de paradigme ? Alors, la Banque du Japon a effectivement revu en profondeur sa politique monétaire, avec en premier lieu une hausse de son taux directeur qui a acté la sortie de la politique de taux négatif, qui était en place depuis février 2016. Donc c'est quand même un événement important. C'était la dernière grande banque centrale dans ce cas-là. Et la Banque du Japon a sûrement vu une fenêtre d'opportunité au moment où la plupart des grandes banques centrales des pays développés sont en pause, ou vont amorcer un cycle de baisse de taux probablement autour de l'été. En tout cas en ce qui concerne la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne. Donc en parallèle de cette hausse de taux, la Banque du Japon a annoncé un arrêt de sa politique de contrôle de la courbe des taux, ainsi que la fin des achats d'ETF, actions et de REITs. Donc si ça peut sembler être une révolution à première vue, nous pensons qu'il s'agit plutôt d'une forme de continuité dans un processus de normalisation graduelle de la politique monétaire qui a commencé à la fin de l'année 2022. Donc le point central pour nous
et que cette politique monétaire va rester très accommodante, avec d'un côté un taux qui est aujourd'hui à 0 et sur lequel le gouverneur Ueda n'a donné aucune indication quant à son évolution, que ce soit en termes de rythme de hausse ni de taux terminal. Et d'un autre côté, nous avons des chiffres d'inflation qui, comme le rappelait Jean-François, sont aujourd'hui autour de 2% et devraient le rester autour des prochains trimestres, ce qui fait qu'au global, nous avons des taux réels qui sont très négatifs, ce qui devrait continuer à soutenir l'économie. En plus de ça, la Banque du Japon va continuer à acheter des obligations d'État dont elle détient aujourd'hui plus de 50% du gisement, et à un rythme qui reste quand même relativement élevé, c'est-à-dire de l'ordre de 6 trillions de yens par mois. Là non plus, nous n'avons pas d'indication sur la trajectoire et une éventuelle réduction du rythme d'achat à moyen terme. En revanche, on sait que le vrai challenge pour la Banque du Japon est de réduire la taille du bilan, qui représente aujourd'hui près de 130 points du PIB, ce qui est quand même considérable dans l'absolu et bien supérieur à ce qu'on voit du côté des États-Unis et de la zone euro. Comment les marchés ont-ils réagi à cette annonce? Alors le point d'attention était essentiellement sur la devise, avec un yen contre dollar qui était au plus bas depuis 1990. Et si on a pu constater lors des jours qui ont précédé le rendez-vous de la Banque du Japon une appréciation du yen, en fait ce mouvement s'est complètement renversé depuis lors. Et le yen s'est même déprécié de manière quasiment contre-intuitive pour revenir à des points bas historiques. En parallèle, le marché action a progressé lors des jours qui ont suivi les annonces, et avec un indice Topix qui a d'ailleurs surperformé la plupart des indices internationaux, ce qui montre que de manière générale, les investisseurs avaient bien anticipé les changements de politique monétaire et se focalisaient plutôt sur la manière dont la Banque du Japon allait continuer son processus de normalisation. En matière de devises, nous anticipons à terme un renchérissement du yen, mais pensons que ça ne va pas mettre en péril les profits des entreprises et qu'a fortiori, les marchés devraient continuer à être plutôt bien orientés. Nous sommes en pleine effervescence depuis le début de l'année dernière. Alors c'est vrai que les indices Nikkei et Topix ont retrouvé des points hauts historiques qu'on avait pu observer pendant la bulle des années 80, mais on est aujourd'hui dans une configuration qui est totalement différente. Quand on regarde les valorisations, on a des multiples qui étaient de l'ordre de 60 ou même au-delà pendant la bulle, et qui s'établissent aujourd'hui autour de 16 pour le Topix et 23 pour le Nikkei. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment sur des références totalement différentes. Ensuite, quand on compare avec l'historique des 10 dernières années qui englobe différentes phases du cycle économique ou différents régimes de marché, on a pu voir que la moyenne du ratio prix sur bénéfice était de l'ordre de 15, ce qui fait qu'on est relativement proche aujourd'hui, d'autant plus que de notre point de vue, le contexte macroéconomique et ce que disait Jean-François sur la possibilité de sortir de ce régime de déflation ou d'absence d'inflation peut justifier une prime sur les valorisations. Et en dernier point, je pense qu'il est important à mentionner, c'est que cette hausse des valorisations s'est accompagnée en parallèle d'une hausse des bénéfices des entreprises, ce qui est globalement sain, et laisse envisager une durabilité de ce mouvement haussier sur les actions japonaises. Et on reste dans cette bonne dynamique? Oui, de notre côté, on reste concentré sur une triple thématique: le vieillissement de la population, l'automatisation des sites de production au Japon, en Asie et de par le monde, et l'émergence d'une classe moyenne en Asie. Par là même, on regarde la robotique au sens large, y compris logiciel. Alors récemment, un autre domaine a émergé, ce sont les semi-conducteurs. C'est pas nouveau pour le Japon, on est déjà très présent avec des leaders sur toute la chaîne de production des semi-conducteurs, du tout début avec les matériaux jusqu'à la fin, puisqu'on a un leader dans les machines qui testent les semi-conducteurs. Mais le gouvernement japonais n'a pas ménagé ses subventions pour attirer sur son sol des leaders mondiaux. Je pense à TSMC, Taiwan Semiconductor, qui a installé déjà 2 sites de production au Japon. Ce qui fait que le Japon est devenu un acteur incontournable de la chaîne de production des semi-conducteurs aujourd'hui. On arrive à la fin de cette interview. Peut-être pouvez-vous nous rappeler les éléments qui vont être à surveiller pour 2024 et le style de gestion que vous allez appliquer sur vos fonds actions japonaises. Alors au-delà de cet aspect de valorisation, il y a d'autres éléments qui sont importants à avoir en tête. Et en premier lieu, la réforme du code de gouvernance qui a été initiée par la place boursière il y a un peu plus d'1 an maintenant, et qui a pour vocation à inciter les entreprises à bien prendre en compte ou mieux prendre en compte le coût du capital dans leurs activités, à revoir l'efficacité de leur bilan et in fine améliorer la valorisation de leur entreprise.
L'autre but étant d'améliorer la communication avec les investisseurs, et ce dans les deux sens. Et ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est assez intéressant, c'est que la quantité de réponses a été très encourageante, mais également la qualité des réponses, qui fait que on reste assez optimiste de ce point de vue-là. Il y a un autre facteur qui est plutôt d'ordre technique qui incite à l'optimisme et qui concerne les flux d'achat d'investisseurs internationaux qui se sont accélérés depuis l'année dernière et qui ont fortement soutenu le marché action japonais depuis lors et dont on peut penser qu'il peut continuer. Il y a un autre élément qui est inédit au sein de la zone Asie, c'est une rotation en termes de dynamique de flux hors de la Chine continentale vers le Japon. En plus d'une divergence sur les fondamentaux économiques, en fait, on a pu voir en quelque sorte une prime de stabilité géopolitique pour le Japon, qui bénéficie des tensions qu'on peut observer actuellement entre la Chine et les États-Unis, et puis l'Occident de manière générale, qui semblent malheureusement vouées à perdurer, d'autant plus avec les élections américaines qui approchent. Alors, ceci dit, d'autant plus que les acteurs étrangers globaux ne peuvent pas se repositionner vers l'Asie parce que les marchés ne sont pas assez profonds ou assez larges pour eux, donc ils vont plutôt sur le Japon. Tu as posé la question sur notre style de gestion. Alors au Japon, après des années 1950 jusqu'aux années l'éclatement de la bulle, donc jusqu'en 90, on a eu 40 ans où le style growth a affiché les meilleures performances du marché. Avec l'éclatement de la bulle, on a eu une décennie où c'est le secteur value qui a poussé les investisseurs à rechercher les valeurs cotées en bourse un peu sous-évaluées. Et depuis aujourd'hui une vingtaine d'années, une vingtaine d'années, eh bien, il y a une alternance entre growth et value. Donc, c'est simple de comprendre pourquoi nous refusons dans notre gestion de nous laisser enfermer dans un seul style de gestion. Merci Jean-François, merci Julien. Nous comprendrons donc que la thématique reste des plus attractives pour 2024, notamment au regard de la forte amélioration de la gouvernance, d'une mise en place d'une boucle vertueuse inflation-salaire et d'une valorisation raisonnable. Pour plus d'informations sur nos fonds actions japonaises, n'hésitez pas à nous contacter ou consulter notre site internet. Merci, à bientôt.